J'aimerais maintenant vous accueillir officiellement au 4e lancement sur la série de l'éducation et du développement de NORAG. Je m'appelle Shannon Beck et je suis directeur académique de NORAG. Donc, refléter la mission de NORAG, produire, diffuser et faire part de connaissances dans ce domaine. Eh bien, cette série de livres cherche justement à transmettre ces connaissances entre la recherche, l'analyse, les politiques et la pratique dans une communauté d'acteurs de l'éducation internationale. Ce livre que nous lançons aujourd'hui s'appelle donc La pensée systémique dans l'éducation et le développement à l'international, déverrouiller les apprentissages pour toutes et tous. C'est donc le 4e livre de la série. Nous sommes très fiers de présenter ce livre qui rassemble des recherches dans la pensée systémique et dans l'éducation internationale. Donc, il y a les différents auteurs de ce livre, donc les éditeurs Maura Fall et Laura Savage de l'Université de Cambridge. Et elles ont travaillé énormément pour assembler tous les chapitres qui ont introduit la pensée systémique comme un moyen de comprendre et faire face donc à la crise mondiale d'éducation et aussi de faire avancer donc l'objectif de développement durable numéro 4. Et donc ici, il s'agit de la stratégie sur les thèmes que vous voyez ici de NORAG. Vous avez donc les données et les preuves, le premier thème. Donc, nous concentrons donc sur, dans ce cas-là, les mauvaises utilisations des données, des statistiques dans l'éducation. Ensuite, il y a eu l'éducation et ODD. Donc, où nous avons regardé la production et les dialogues autour donc de l'ODD numéro 4. Et en plus de ce volume que nous lançons aujourd'hui, le 3e thème, innovation et perturbation, donc inclut beaucoup de projets, dont le Hub pour l'Europe, l'Asie et d'autres. Et aussi, nous avons un 4e thème, donc les approches du secteur privé, où nous regardons les bénéfices et les risques des projets du secteur privé. Enfin, dernier thème, le réseau. Et donc, nous essayons d'amplifier les expertises qui sont sous-représentées, notamment dans le Grand Sud, et nous voulons donc étendre nos partenariats, nos associations. Donc, vous pouvez, s'il vous plaît, vérifier notre site web pour en savoir plus et adhérer. Ensuite, si vous voulez, pendant ce lancement, faire part de vos réflexions sur ce livre, sur les réseaux sociaux, voici donc les hashtags que vous pouvez utiliser. Bien sûr, sentez-vous libre d'utiliser ceux qui vous parlent le plus. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, NORAG. Alors, nous allons suivre le programme que vous voyez à l'écran. Donc, je vais ensuite passer la parole aux éditrices de ce livre, Maura Fall, la directrice exécutive de NORAG, et Laura Savage, membre associé donc de la recherche pour l'accès équitable et l'apprentissage à l'Université de Cambridge. Ensuite, nous aurons les présentations des différents auteurs de chaque chapitre en vidéo. Ensuite, nous aurons aussi Karen Mundy, professeure d'éducation, politique d'éducation à l'Université de Toronto. Ensuite, nous aurons un moment de questions-réponses avec les auteurs. Sans plus attendre, je suis très heureux de passer la parole à Maura et Laura. Thank you, Chanung. And I'm going to, Merci, Chanun. Et je vais donc commencer la présentation de ce qui nous rassemble dans ce livre, et ensuite je demanderai à ma collègue Moira de continuer. Donc, c'est vraiment bon d'être avec vous aujourd'hui, et nous sommes extrêmement enthousiastes sur le lancement de ce livre qui est une combinaison d'années de collaboration entre Moira et moi-même et certaines des personnes aussi qui présentent dans cette salle aujourd'hui. Ces 10 dernières années, nous avons beaucoup débattu de la pensée systémique dans l'éducation de la part de différentes perspectives, et au fil du temps, nous avons vu qu'il y a eu un intérêt qui a grandi sur ce sujet. Donc, dans ce livre, on voulait faire 3 choses. D'abord, on voulait montrer en vitrine des projets
l'éducation dans des pays, entre autres, à revenus faibles et moyens. Ensuite, nous voulions montrer ce que la pensée systémique n'est pas dans l'éducation et parfois, cela vient donc un petit peu frustrer le mot tendance, le zeitgeist du moment, donc même avec les sommets de l'année dernière où souvent le mot système signifie plutôt secteur, disons, les gens disent nous travaillons au niveau du système, mais en fait, nous pensons que ce n'est pas utile de le penser comme cela. Nous voulons donc parler des hypothèses que certains acteurs peuvent utiliser, comme sur les échelles ou la linéarité des résultats ou l'idée de solution par rapport aux problèmes d'éducation. Ensuite, nous voulions aussi faire avancer le débat et j'espère que c'est ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Donc, nous, dans le secteur de l'éducation, nous aimerions donc atteindre un niveau de confort avec des concepts de complexité, de flux ou d'aisance et qui viennent d'autres secteurs, comme par exemple le secteur alimentaire ou le secteur climatique. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé de composer ce livre maintenant? Eh bien, pour des raisons pour lesquelles vous êtes ici, il y a beaucoup trop d'éducation, de systèmes d'éducation qui échouent dans le monde et lorsque les financements gouvernementaux et autres financements ne se traduisent pas en résultats d'éducation, eh bien, nous voulons explorer en fait les défis jumeaux, donc l'apprentissage d'équité, percevons cela comme un problème mauvais sans aucune solution facile. Et donc, on veut poser cette question du pourquoi. Pourquoi est-ce que les enfants n'apprennent pas les apprentissages de base? Pourquoi est-ce que les interventions qui fonctionnent à petite échelle ne fonctionnent pas à grande échelle? Et le comment. Comment est-ce que les acteurs ont besoin d'agir différemment? Et nous avons regardé la littérature, donc je vais passer en revue brièvement le parcours que nous avons justement effectué et ce que nous avons appris. Et donc, nous avons vu que beaucoup de papiers de recherche terminaient par ces questions, comment et pourquoi. Et donc, nous voulons commencer par cela pour pouvoir avancer, comment et pourquoi. Alors, par exemple, nous avons travaillé sur le doublement des salaires en Indonésie, des salaires des professeurs, qui n'a eu aucun effet sur les résultats d'apprentissage. Il y a eu aussi des encouragements pour les professeurs au Kenya et cela a fonctionné avec un petit projet d'une ONG pour les résultats des étudiants, mais pas pour tout le pays. Est-ce que c'est un problème de fidélité de mise en œuvre? Mais en fait, on a vu par exemple un projet en Madhya Pradesh qui a été mené à bien dans 600 000 écoles et qui a eu zéro impact sur l'apprentissage. Donc, c'est créé une frustration. Donc, pourquoi est-ce que des solutions de bon sens qui ont fait leurs preuves ne donnent pas de résultats ou les résultats attendus? En tout cas, nous savons que, par exemple, une approche test, apprentissage adapté pour la mise en œuvre avec un désir politique et du soutien technique, c'est bien fonctionné, par exemple, au Kenya pour une réforme pédagogique bien structurée qui a fonctionné à grande échelle. On sait aussi qu'il y a eu des exemples au Mexique, en Inde et au Brésil qui ont inclus différentes composantes, par exemple des livres, des formations de profs en présentiel, du coaching et aussi de l'enseignement au bon niveau. Donc, on se dit, est-ce que le changement systémique peut c'est faire beaucoup de choses en même temps et à grande échelle? Et la réponse est non. Si vous ne l'avez pas lu, il y a un grand article de Richard Elmore qui s'appelle Getting to Scale, donc essayer de faire à grande échelle et qui a eu beaucoup d'écho parmi nous. Donc, nous avons regardé les politiques de l'éducation et là, il y a beaucoup de littérature en ce sens et c'est très enthousiasmant. Il y a du travail en Afrique du Sud où il y a des projets dans 5 pays différents, des réformes d'éducation coopérative et qui souligne en fait l'importance du contexte, de solutions localisées et du besoin de soutien dès le front, c'est-à-dire les parents, les enseignants, la communauté d'acteurs.
Donc, bien sûr, nous pensons que c'est tout à fait vrai, mais que nous n'apprenons pas encore à tout intégrer. Donc, les questions suivantes, en fait, qui nous sont venues, un peu à l'inverse, c'est comment est-ce que les systèmes, comment est-ce que ceux qui sont en dehors du système peuvent changer le système. Et ici, on voit qu'il y a du travail sur l'efficacité de l'aide, sur l'administration publique, qui survient, par exemple, on aime bien travailler sur l'efficacité des contrôles des financeurs ou de construire un consensus de coalition du changement, la cohérence pour l'apprentissage. Donc, nous n'avons pas regardé tout de manière consolidée sur comment les systèmes d'éducation fonctionnent et comment nous devons les comprendre pour pouvoir fournir des résultats. Et donc, pour l'étape à suivre, je passe la parole à ma collègue Moira. Merci, Laura. Alors, je vais juste faire avancer cette présentation. Comme le disait Laura, cette idée que nous devons travailler sur les systèmes, c'est une idée qui nous est apparue clairement et nous sommes tout à fait conscientes aussi qu'il y a toute une vague d'enthousiasme pour les systèmes et les approches systémiques. Ce n'est pas la première vague d'enthousiasme. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu composer ce livre, c'était pour contribuer afin que les pensées systémiques restent dans le développement et l'éducation à l'international plutôt que d'être juste une autre tendance qui se démode vite. Alors, et une des raisons pour lesquelles nous pensons que c'est si important, c'est qu'il y a beaucoup aussi de récits, de discours politiques, notamment au niveau international, les organisations internationales, dans les documents politiques, on utilise le terme système, mais en fait, rien ne change en tant que solution ou approche pour que les systèmes changent. Donc, fondamentalement, il y a des documents que nous lisions où, en fait, les personnes avaient remplacé le mot secteur par le mot système, mais sans changer la manière de réfléchir et de travailler. Et donc, c'est tout à fait essentiel de le faire. C'est pour ça que nous avons ce groupe fantastique d'auteurs qui disent, voilà, des manières qui peuvent fonctionner, qui ont fonctionné et qui montrent donc des voies potentiellement à suivre. Qu'est-ce que cela veut dire, penser à des approches systémiques? En fait, cela veut d'abord dire que le monde est complexe. Et donc, si le monde est complexe, qu'est-ce que l'on fait en réaction? Il y a beaucoup d'étagères de livres ici. On voit juste quelques livres donc, que l'on pourrait feuilleter, mais il y a eu vraiment de nombreux livres qui ont été écrits sur la complexité, les approches systémiques, sur, par exemple, les machines ou la cybernétique ou dans la théorie du chaos ou des approches systémiques de développement durable pour regarder donc les fondements sociétaux, économiques et environnementaux. En fait, il faut se souvenir de quelque chose en particulier lorsqu'on pense à cette nouvelle vague d'approches systémiques, c'est que ce n'est pas du tout nouveau, fondamentalement. Ce sont des moyens de savoir, de faire qui sont tout à fait partie intégrante des systèmes de connaissances indigènes, autochtones. Il y a beaucoup dans le Grand Sud et que l'on ne peut pas non négliger dans ces réflexions du Nord. Donc, si vous avez vu cela, en fait, changer d'opinion. Alors, pour une petite définition rapide des approches systémiques, de la pensée systémique, pratique systémique, en fait, c'est nous permettre fondamentalement de répondre adéquatement aux complexités du monde. Si nous disons, eh bien,
les choses telles qu'elles sont complexes et donc la manière dont nous y réfléchissons et ce que nous devons faire doit changer. Eh bien, nous pensons à ces questions suivantes. Qu'est-ce qu'un système complexe? Eh bien, je vais passer en revue quelques définitions et quelques exemples des chapitres de notre livre. Donc, les systèmes complexes, on peut commencer avec des éléments. Il y a des éléments humains, sociaux, techniques. Et les exemples d'éléments que vous allez voir dans ces chapitres sont, comme ceux que vous voyez ici, sont donc très larges. Ensuite, en plus de ces éléments, il y a les relations entre ces éléments qui vont donc structurer les interactions. Donc, il y a des gens qui disent que plutôt qu'une somme de parties, un système, c'est une somme de relations. Donc, par exemple, pour parler de responsabilité, de confiance, d'objectifs mutuels ou de relations de pouvoir entre pairs, différentes relations causales. Et donc, différentes réflexions en ce sens. Ensuite, les systèmes existent au sein de contextes et sont affectés par ces contextes. Comme je disais, ces contextes vont affecter ces systèmes et seront affectés par le système. Donc, il y aura le contexte dans lequel les apprenants sont intégrés, mais aussi des concepts d'intervention pour que les relations s'améliorent, pour que le système puisse faire ce qu'il doit faire. Il y a aussi beaucoup de travaux à l'heure actuelle sur les données, donc ces 10 dernières années. Et donc, une partie importante des approches systémiques, c'est quel est le rôle des données. Donc, ce n'est pas juste classer, rapporter ou punir. Il y a beaucoup d'acteurs de systèmes qui font cela, mais il s'agit plus de, voilà, nous avons agi, quels sont les effets de cette action, nous allons réagir et changer cette intervention un petit peu, et ainsi de suite, afin de pouvoir avoir cette boucle et de continuer à avoir cette évolution systémique, même si l'intervention donc peut changer. Ensuite, il y a les fonctions de ce système qui sont très importantes. Donc, pour voir quels sont les objectifs de ce système et l'influence donc de ces parcours à l'intérieur du système et en dehors. Donc là, 6 éléments auxquels vous pourrez réfléchir au moment de définir un système. Alors, comme Laura l'a dit au début, pourquoi nous soucions-nous de tout cela? Eh bien, parce que tout simplement, il s'agit de faire en sorte que le changement du système se produise dans le bon sens, dans la bonne direction. Donatella Meadows nous dit que si vous voulez faire bouger un système, eh bien, il y a plusieurs points de levier. Alors, plus vous les éloignez du centre, c'est-à-dire ce petit triangle que vous voyez en bas, eh bien, moins vous aurez véritablement à exercer un effort pour faire en sorte que le système bouge dans la bonne direction. Ici, vous voyez en fait les paradigmes en tant que tels. Alors, quand on nous dit, voyez les paradigmes en tant que tels, nous disons que, eh bien, l'idée que ces paradigmes soient conçus comme un système, eh bien, feront que ce système pourra être plus malléable, on aura plus de facilité à le changer. Et ce sera plus important que le fait, en fait, de recueillir les données, etc. Donc, il s'agit de dire ici, mais que pouvons-nous faire pour faire en sorte que les choses bougent dans le bon sens, pour que l'on soit plutôt en haut de la pyramide plutôt qu'en bas? Alors, pensée systémique, quels sont les concepts? Eh bien, à l'écran, vous voyez la façon dont les personnes pensaient par le passé, continuent de penser aujourd'hui sur la base de nos 3 livres préférés sur les systèmes complexes par Jean Bolton, Duncan Green et Ben Ramalingen et leurs co-auteurs. Eh bien, vous voyez en fait la euh, 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 deuxième manière de concevoir eh bien, la pensée systémique.
Alors, il ne s'agit pas de penser en une économique simple, compliquée, mais complexe, non pas de manière linéaire, mais non linéaire, de manière ouverte, sociale, évolutive, itérative, c'est-à-dire en tenant compte de ce qui fonctionne avant de prendre une mesure ultérieure. Comme nous le disons, le monde est complexe, nous le voyons en tant que tel et nous avons donc besoin de méthodes différentes. Si le monde est imprévisible et non linéaire, quelles sont les analyses qui pourraient nous aider à rendre cette non-linéarité, cette imprévisibilité? En tenir compte. Eh bien, voilà en fait un diagramme tiré d'un document de l'année dernière qui se penche sur la corrélation entre les élèves qui ont abandonné l'école et le PIB per capita, par habitant. Et si vous voyez en fait la vision linéaire de ces points de données, alors on pourrait dire il n'y a pas de corrélation entre les enfants qui quittent l'école et la richesse d'un pays. Bon, très bien, c'est bizarre, mais c'est ce que nous disent les données, voilà ce que disent les recherches et les analyses, donc ça doit être correct. Mais si vous adoptez une approche sous la perspective de la complexité et si vous voyez un tout petit peu comment tous ces éléments s'encadrent les uns par rapport aux autres, eh bien là, la conclusion est complètement différente et cela rend mieux compte de la situation. Alors, il n'y a pas d'analyse, pas de corrélation qui va rendre compte de la réalité et de manière parfaite, mais en tout cas, là, on a une vision beaucoup plus réelle de la situation. Comment changer nos méthodes de recherche, nos actions et nos interventions? Eh bien, les interventions doivent évidemment tenir compte de ces résultats imprévus, des résultats qui émergent et des interactions et de ce que ces éléments ont pour incidence sur l'intervention en soi. Alors, quelques outils d'intervention en matière systémique. Alors, tout d'abord, le comportement, justement, sur des graphes chronologiques. Alors, évidemment, très souvent, vous verrez en fait que si vous avez un graphique, bien sûr, un graphique linéaire, eh bien, vous verrez que la courbe va monter, va descendre ou ne va pas bouger. Mais si vous adoptez une approche systémique, eh bien, très franchement, vous pourrez peut-être un petit peu déçu parce que vous n'allez pas obtenir les résultats escomptés, mais vous allez avoir quand même une vision beaucoup plus réelle de la situation. Alors, il y a le modèle de l'iceberg. Alors, c'est vrai que deux personnes différentes peuvent peut-être voir les mêmes tendances, mais à cause de leur modèle de pensée, eh bien, et ces deux personnes peuvent en fait interpréter un même diagramme d'une manière tout à fait différente. Et puis, vous avez le diagramme du cycle de causalité. Là, c'est un exemple que nous reprenons dans nos chapitres empiriques également. Alors, très brièvement, un autre travail sur lequel nous avons travaillé qui n'est pas repris dans cet ouvrage, qui a été paru en fait le mois dernier. Eh bien, il s'agit en fait de cartographier en fait les systèmes éducatifs, justement, ou l'écosystème éducatif à Genève en tant que ville internationale. Eh bien, nous avons vu 3 grands changements et nous avons pu identifier 3 passerelles pour le changement. Si nous n'avions pas adopté une approche systémique, eh bien, nous aurions perdu de vue les éléments, les différents types d'éléments, les relations entre ces éléments et bien sûr aussi les effets dans le système et les effets aussi à l'extérieur du système. Et avec tout ça, je vous laisserai peut-être ici avec un petit résumé de la table des matières de notre ouvrage. Et puis, je repasse la parole à Chun-Won. Merci beaucoup à Laura et à Moira sur cette présentation sur la pensée systémique, le contexte, la méthodologie. Alors, quelques vidéos justement concernant les différents chapitres de cet ouvrage présenté par les auteurs eux-mêmes. Quelques vidéos. Alors, l'idée principale de notre chapitre, c'est que pour résoudre la crise éducative au niveau international, il faut d'une part des solutions simples et efficaces et d'autre part aussi une approche qui nous aide ou qui aide les acteurs clés à introduire, à adapter et à s'approprier les solutions dans leur contexte précis. Notre étude de cas se base sur la Zambie. En 2014, une évaluation nationale a indiqué que 64% des apprenants du secondaire ne pouvaient lire pas un seul mot dans leur langue locale. La
solution à ce cas s'appelle Teaching at the Right Level, TARAL, c'est-à-dire enseigner au bon niveau. L'approche est en fait un jeu de principes systémiques appliqué par la méthode TARAL en Afrique. Alors, ce modèle peut être adapté tout en permettant aux institutions et aux acteurs du système de vraiment livrer les éléments principaux de l'approche TARAL, avec un point d'entrée organique dans le système, avec un dialogue avec toute une série d'acteurs pertinents dans le contexte. En Zambie, par exemple, le ministre de l'Éducation a vu qu'il y avait un problème au niveau de l'éducation et a lancé l'approche TARAL avec d'autres ministères, avec l'ONU, avec d'autres ONG, avec les donateurs. TARAL nous permet d'avoir des données granulaires sur l'évolution de l'apprentissage en classe et d'avoir vraiment des pipelines de données qui nous permettent d'avoir des boucles de rétroaction au niveau local, au niveau régional, au niveau international. Mais les données sont utiles uniquement si les personnes dans le système les utilisent, leur font confiance. Alors, l'approche permet aux enseignants véritablement d'avoir les outils pour adapter leur enseignement. TARAL est si efficace pour perfectionner l'apprentissage de base, et bien voilà, cela crée un sentiment d'appartenance et d'espoir. Et du coup, on pense que le changement est possible. Alors, TARAL prévoit sa propre sortie également. Le but n'est pas de remplacer les fonctions du système, mais de permettre au système éducatif d'adopter les pratiques qui permettent d'améliorer les résultats d'apprentissage pour tous les élèves. Voilà. Une idée clé de notre chapitre est la suivante, c'est l'importance d'alimenter justement les relations de collaboration entre les professionnels. Notre hypothèse est que si nous comprenons les dynamiques de groupe entre les enseignants, et bien voilà qui peut nous éclairer sur comment se déroule le changement à l'échelle et dans les systèmes éducatifs, et cela peut faire partie de notre trousse à outils pour les changements dans les systèmes éducatifs. Au Kenya, au Rwanda et en Inde, nous nous sommes penchés sur des cas où les enseignants travaillent ensemble dans des communautés de praticiens pour partager leurs pratiques en matière d'enseignement. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 4 caractéristiques qui sont associées à l'efficacité des groupes. Tout d'abord, la confiance entre les membres du groupe. 2, il y a vraiment un bon dialogue professionnel, c'est-à-dire que les enseignants parlent entre eux de la résolution de problèmes, de bonnes techniques pour poser des questions, de stratégies alternatives d'enseignement. 3, un sens d'objectifs partagés et 4, un sentiment de responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Alors, notre hypothèse est que toutes ces données sont importantes pour notre travail en tant que réformateur des systèmes d'éducation, parce que ça nous rappelle qu'il faut faire attention à la qualité des relations et aux relations latérales. Très souvent, vous savez, quand on travaille dans le domaine du changement des systèmes d'éducation, alors on se préoccupe de choses telles que l'exécution, les systèmes d'exécution, les structures de gouvernance, les incitants. Bon, c'est important, mais ces données nous rappellent aussi qu'il faut faire attention aux compétences plus sociales, la qualité des relations, la qualité des discussions qui se déroulent à l'école également. Parfois, vous savez, le travail en matière de changement de système a l'air un petit peu brouillon. Moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à cette recherche, c'est que cela nous donne en fait 4 éléments que nous pouvons intégrer dans notre travail pour demain. En fait, je crois que la qualité des relations entre pairs, entre enseignants, entre directeurs d'école, par exemple, eh bien, ce sont des indicateurs justement de l'apprentissage entre professeurs à échelle. Au nom de tous nos partenaires et des testeurs, la Commission de l'éducation et l'IPE, eh bien, nous espérons que ces nouvelles données vous permettra d'élargir le débat sur ce qui est important pour le changement des systèmes éducatifs à échelle. Alors, comment les donateurs appuyer les réformes qui puissent améliorer les résultats d'apprentissage à échelle? Voilà, c'est la question qui nous a occupés pour notre chapitre. Alors, nous avons commencé tout d'abord par nous rendre compte qu'effectivement, aujourd'hui, nous savons ce qui fonctionne, par exemple, pour améliorer les résultats d'apprentissage pilote, etc. Alors, vous avez la pédagogie structurée. Voilà, ce type d'intervention, fonctionne de manière assez fiable, quel que soit le contexte. Toutefois, nous ne savons pas grand-chose sur comment faire fonctionner justement les choses dans les systèmes dirigés par les gouvernements, et ce, à un coût abordable. Alors, bien sûr, voir comment au niveau local, on peut adapter une intervention, faire en sorte que cette intervention réussisse. Tout cela n'est pas facile.
Et je pense que certains des principes justement décrits dans cet ouvrage et dans notre chapitre en particulier pourront être utiles ou pourraient être un point de départ utile pour la discussion. Alors, il y a deux principes sur lesquels j'aimerais revenir. Tout d'abord, il s'agit en fait de tenir compte de la perspective peut-être d'un éventail plus large de parties prenantes lors de la conception d'une réforme et dans sa mise en œuvre itérative. Par exemple, les enseignants en zone rurale. Une réforme qui fonctionne, eh bien, se base sur un inventaire des besoins. Il s'agit de répondre aux besoins, de motiver le personnel, d'aider le personnel enseignant au quotidien. Alors, il faut comprendre la perspective du personnel enseignant au niveau local. Il en va de même pour les décideurs locaux, etc. Deuxième principe, il faut effectivement avoir des cycles de rétroaction très stricts. Alors, par exemple, pour moi, ce qui est très important, c'est que j'ai constaté en fait durant notre recherche en fait que nous n'avons jamais une idée bien claire de ce que la réforme va avoir comme effet au niveau local. Donc, il faut faire preuve d'humilité et il faut vraiment recueillir autant d'informations aussitôt que possible pour venir revenir à l'ouvrage, remettre l'ouvrage sur le métier. Et donc, il faut travailler davantage sur le terrain et par exemple, les groupes centraux peuvent se rendre en salle de cours au niveau local pour voir ce qui se passe sur le terrain. Alors, mon chapitre traite de ce qu'on appelle les réformes itinérantes. Alors, c'est vrai que c'est un thème que l'on débat depuis 20 ou 30 ans. Ce sont des réformes, en fait, qui surgissent dans un pays et qui passent d'un coin du monde à l'autre. Alors, en général, on analyse les effets de cette itinérance sur la réforme en soi et surtout sur les systèmes éducatifs qui adoptent, qui importent, qui traduisent au niveau local et localisent finalement le contenu de cette réforme. Voilà, ça c'est mon domaine de recherche. Et dans ce chapitre, j'essaie véritablement de voir quels sont les concepts clés de ce qu'on appelle la théorie des systèmes sociologiques du sociologue allemand Niklas Luhmann. Et les termes que j'explore et qui reviennent en fait dans tous ces travaux, ce sont l'externalisation, les projections, les références, les contre-références, la réception et la traduction. Alors, l'une des idées clés de mon chapitre dans cet ouvrage, c'est que pour comprendre les systèmes éducatifs en tant que système, il nous faut cartographier la participation par année, ce qui nous donne la possibilité, en fait, de voir comment les élèves évoluent le long du système, quelles sont les possibilités d'apprentissage, la distribution et d'ailleurs, quelles sont les implications au niveau des coûts pour les organisations. Et ce, pour 4 raisons. Tout d'abord, pour comprendre les systèmes, il faut comprendre les structures et les interrelations entre les parties. Il faut cartographier le système, voir comment le flux des étudiants est géré tout au long du système, quels sont les goulets d'étranglement et les points de sélection également, quelles sont les incidences à plus long terme en matière de coûts. Deuxième raison, c'est que cela nous donne la possibilité d'étudier ce qu'on appelle les zones d'exclusion. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues, d'engagement avec les systèmes éducatifs et beaucoup de possibilités aussi de rester inclus dans l'apprentissage ou d'en être exclus. Et si nous ne comprenons pas les relations causales pour les enfants qui commencent leur éducation et puis qui, ma foi, laissent tomber leurs études, à un moment donné, nous ne pouvons que perdre en efficacité. Troisième raison, c'est que cet exercice nous donne en fait la possibilité d'utiliser des données désagrégées pour voir en fait les relations d'égalité qui peuvent exister au niveau de la participation au système éducatif. On peut interroger les données, par exemple au niveau du genre, du statut socio-économique, en fonction du lieu géographique ou en fonction de n'importe quel autre paramètre qui nous semble important dans un système donné. Dernier point, et c'est peut-être le point le plus important, c'est qu'en cartographiant la participation sur le temps, on a un meilleur aperçu du développement systémique. En fait, ce qui peut nous donner une idée des réformes dont on a besoin pour faire en sorte que le système soit plus efficace, mais aussi plus abordable.
In our chapter is that you need to carefully define and draw the boundaries around the education system that you're trying to change. In our case, we focus on vocational education and training, or VET, ecosystems. Now, our argument is Alors, that nous nous centrons sur les systèmes d'enseignement et de formation professionnelle. Alors, pour nous, nous disons qu'il faut toujours bien définir effectivement le domaine de recherche. Très souvent, ça n'a pas été le cas et donc très souvent, on rate parce qu'on limite trop le champ, la portée de la recherche, les relations entre les différents acteurs. Par exemple, entre les écoles d'enseignement professionnel et formation professionnelle, les acteurs de l'économie locale, les autres institutions. Alors, tout cartographie de système n'est qu'un jeu d'hypothèses. Tous les modèles sont faux, certains sont utiles, comme dirait Jay Forrester. Et donc, il est critique qu'un projet teste, revoit aussi sa compréhension du système, les acteurs en soi, les relations entre eux notamment. Et il est important de comparer aussi la vision d'un projet sur comment on pourrait fonctionner un système à l'avenir avec la réalité sur le terrain. Alors, cette compréhension de la pensée systémique a vraiment une incidence sur nos projets. Il nous faut des systèmes de suivi flexibles, une culture de l'apprentissage, une équipe avec des experts polyvalents notamment. Alors, ça semble être un peu pieux, mais dans notre chapitre, nous incluons en fait une étude de cas au Cambodge qui met en exergue le fait qu'en fait, les outils uniques utilisés par l'équipe dans leur analyse, par exemple, 2 cartographies de systèmes différentes, une carte sur les relations entre les différents acteurs, les employeurs, les écoles, et une autre carte avec les fonctions réglementaires qui sont nécessaires pour un système d'enseignement de formation professionnelle efficace. Eh bien, ces 2 cartes nous ont permis d'avoir une meilleure idée de la situation, de savoir exactement comment avancer dans la réforme systémique. Notre contribution à cet ouvrage fort intéressant, c'est un chapitre pour comment incorporer donc des approches systémiques dans les politiques d'évaluation. Alors, nous avons démarré la discussion en disant que, en général, les décideurs et évaluateurs de politique comprennent les dynamiques systémiques, mais en général, ces principes, les systèmes ne sont pas vraiment pris en compte explicitement dans les conceptions des politiques. Et donc, c'est sûrement dû au fait que beaucoup de décideurs politiques trouvent ce genre de termes trop abstraits. Et donc, pour aborder ce sujet et transmettre donc ces avantages d'utiliser cette pensée systémique dans les évaluations politiques, nous avons introduit le principe d'évaluation réaliste que nous aimons pour les principes épistémologiques, ontologiques et méthodologiques, et nous pensons que ce sont des outils très intéressants pour les principes d'évaluation des politiques. Dans notre chapitre, nous tirons profit d'un projet qui a eu lieu il y a près de 2 ans en Colombie, donc d'évaluation politique, et nous montrons étape par étape comment nous incorporons donc ces principes systémiques dans la conception, la collecte de données, l'analyse des données et aussi donc les recommandations politiques finales. Plus nous pensons à un système d'éducation, plus nous voulons le comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'enfants à l'école qui n'apprennent pas? Et pourquoi est-ce qu'il y a une politique qui a déjà fait ses preuves, qui fonctionne dans un contexte et pas dans un autre? Pourquoi est-ce qu'il y a trop d'efforts contradictoires qui surviennent en même temps? Donc, Elena, Rose et moi-même, les auteurs de ce chapitre, nous faisons partie d'un petit groupe d'acteurs de l'éducation qui posaient cette question en 2018. Pourquoi? Et nous avons vu que 2 principes des pensées systémiques sont intéressants. D'abord, cela permet de regarder toute situation de la perspective d'autres et cela vous encourage à partager ces perspectives parmi les acteurs du système. Ensuite, commencer avec le problème et non la solution. Ce chapitre retrace donc tout un parcours de notre collaboration entre les financeurs, les experts de pensée systémique et les acteurs des systèmes d'éducation de Rwanda et de RDC. Et nous avons eu un
diagnostic de système qui nous permet de comprendre, et surtout aux acteurs qui travaillent dans ce système, de comprendre les perspectives de chacun pour aller vers une compréhension plus commune des problèmes d'éducation. I would like to thank all authors who took their time to record the video to highlight. J'aimerais remercier nos auteurs qui ont pris le temps d'enregistrer ces vidéos et de résumer donc les résultats de ces chapitres. Et maintenant, j'aimerais inviter Laura et Moira à faire des commentaires donc sur ces chapitres. Comme vous pouvez le voir, nous avons une sélection très riche de cas et de manières de réfléchir les approches systémiques. Et ce que nous aimerions faire maintenant, c'est résumer certains de ces projets. Donc, la manière dont la pensée systémique fonctionne dans ces chapitres nous montre en fait pourquoi les solutions techniques ne sont pas forcément appropriées et comment nous pouvons agir différemment. D'abord, la première leçon, le premier enseignement que nous avons grâce à nos auteurs, c'est l'importance de définir le système avec lequel vous travaillez et ces frontières que vous avez autour du système doivent être significatives pour le système, pas pour votre méthode favorite, pas pour vos idées, mais pour le système. Deuxième enseignement important, il est essentiel de soutenir l'identification de problèmes collaboratifs et non pas de venir et de dire je sais quel est le problème et donc je sais quelle sera la solution, mais il faut travailler de manière collaborative. Ensuite, autre chose importante, c'est d'être conscient de son propre rôle et comment cela se fait que le système dans lequel vous travaillez et d'autres systèmes en dehors peuvent influencer votre comportement et vos interactions. Donc, un peu cette auto-réflexion qui est tout à fait critique et qui est d'ailleurs une partie positive d'une initiative systémique. Quatrième enseignement, l'importance de concevoir des politiques et des programmes qui se concentrent sur les personnes et les dynamiques. Il ne s'agit pas d'avoir 10 interventions dans 40 pays pour atteindre 6 millions de personnes, de bénéficiaires. Il s'agit de qu'est-ce qui se passe avec ces personnes et quelles sont les dynamiques que nous pouvons soutenir pour que les choses avancent dans la bonne direction. Cinquième enseignement, ne pensez pas qu'à grande échelle, ça veut dire très grand. Une intervention peut être très adéquate dans juste quelques écoles qui partagent une certaine dynamique. En général, il n'y a pas besoin que ce soit donc déployé à grande échelle en termes de nombre, de quantité. Et aussi, autre enseignement, l'importance de permettre ces approches testées, apprendre, adapter, donc avec ces boucles de retour très étroites pour vraiment vérifier que tout fonctionne. Et aussi, soyez vraiment conscient que vous adoptez des termes que vous utilisez justement de manière consciente. Si vous utilisez le mot système, utilisez-le pour dire système et non secteur. C'est très important car si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous utilisons ces termes, eh bien, dans 1 an, 5 ans, quelqu'un dira « nous avons essayé les approches systémiques et ça ne fonctionne pas ». Et donc, on ne va plus du tout passer par ce genre d'approche. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en œuvre ces approches systémiques de manière fidèle à ces termes et à ces principes et aussi vérifier qu'il est possible de démontrer l'utilité des approches systémiques sur le propre mérite et non parce que les personnes ont utilisé ces termes de manière trop lâche ou large, disons. Laura? Oui, au-delà de ces réflexions, donc de pratiques, et pour que nous puissions tous réfléchir à ce qu'est un système et comment on peut travailler différemment, et comment donc on peut transformer donc ces usages tendances du terme en quelque chose de pragmatique. Nous avons aussi souligné quelques points importants des recherches. Donc,
à venir. Il y a quelques exemples d'applications de pensée systémique dans des concepts, dans l'éducation, dans le monde, et nous sommes enthousiastes. On voudrait en apprendre plus et nous vous encourageons donc à contribuer avec vos idées, soit dans le chat, avec vos adresses email. Et donc, nous espérons donc ce mot systémique et pensée systémique qui augmente donc dans le secteur de l'éducation, que cela donc augmente l'intérêt, et c'est juste un démarrage de conversation comme nous l'avons dit au début. Ensuite, nous espérons que ce sera aussi le début d'un voyage et pour amplifier donc les méthodes systémiques et dans la recherche et dans les diagnostics. Certains chapitres parlent de diagnostic. Donc, il y a certainement une étendue des recherches dans ce domaine qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de conversations à l'heure actuelle sur les recherches de mise en œuvre et les preuves de mise en œuvre pour répondre à certaines des questions. Mais nous, ce que nous disons ici, c'est que ce ne sont pas les seules manière de faire. Il y a aussi beaucoup de recherches et de conversations sur la base de ces recherches avec ce qui peut se passer avec d'autres secteurs. On sait que dans le développement international, il y a beaucoup de silos. Il y a eu des conversations fascinantes avec des personnes des systèmes alimentaires ou climatiques ou sanitaires. Et bien sûr, il y a des bénéfices naturels à regarder des systèmes ensemble. Observer des systèmes ensemble. J'espère que vous l'avez appris dans cette présentation aujourd'hui. Il n'y a pas de réparation possible magique pour l'éducation et on ne peut pas observer un problème d'éducation juste en pensant de la perspective de l'éducation seulement. Et donc, c'est une autre directive importante. Et nous avons aussi appris, comme l'a dit Moira au départ, donc des systèmes de connaissances du Sud et des systèmes de connaissances autochtones qui sont souvent négligés dans le monde des conférences et des publications éducatives, dans le développement et dans la recherche mondiale, tel que nous le connaissons. Donc, il y a beaucoup à apprendre, d'autres conversations et on travaille dans ce domaine, et il y en a d'autres. Il y a toute une communauté de personnes qui travaillent dans ces domaines. Pour conclure, donc, notre réflexion englobante, c'est que nous avons toute une série de chapitres très larges ici, très intéressants, et nous espérons que cela va vous faire réfléchir et que vous penserez à différentes manières de voir le mot système et l'approche systémique et de regarder autrement la littérature systémique, voir quels sont les outils et qu'est-ce que cela signifie. Et une de nos conclusions, c'est que même si la pensée systémique, en tout cas certains aspects de la pensée systémique, et on en a parlé aujourd'hui un petit peu, bien sûr, c'est plus utilisé à l'heure actuelle, donc approche systémique, pensée systémique, mais avec est-ce que tous les aspects sont, de la pensée systémique sont vraiment bien utilisés dans le monde de l'éducation? Non, ce n'est pas le cas. Et c'est toujours donc un domaine balbutiant, et nous voyons que les pratiques systémiques sont encore moins utilisées. Il y a beaucoup de littérature sur ce qu'est pratique systémique et nous avons vu quelques exemples. Peut-être que ces exemples ne sont pas assez partagés, mais on n'en trouve pas, en tout cas, une grande panoplie par rapport à d'autres qui travaillent dans d'autres secteurs. Donc, c'est un monde naissant. Il y a besoin de plus de recherche, plus de débats, et nous espérons donc que cet ouvrage sera une contribution pour démarrer ce débat. Donc, trouver différents moyens de réfléchir, de travailler dans l'éducation. Nous espérons donc que cela vous inspirera plus de réflexion. Donc, passer de haut vers le bas, au linéaire, ces solutions donc, qui disent une solution donne un résultat, et que cela vous encouragera à parler plus du bas vers le haut et de manière non linéaire, donc devenir à l'aise avec certains principes de pensée systémique, comme par exemple la complexité et les flux.
Donc, nous concluons aujourd'hui. Et je voudrais donc ouvrir la conversation avec les auteurs de la salle. Il y en a beaucoup aussi ici qui veulent rejoindre la conversation. Donc, d'abord, merci aux auteurs d'avoir contribué et s'être forcés à approfondir ce sujet donc de pensée systémique ces dernières années. Et aussi, merci à Anouk Pasquier, Jojo Son et Daniela Danova, car votre soutien a permis vraiment de pouvoir composer ce livre aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Moira et Laura, d'avoir résumé les points essentiels du livre et aussi d'avoir parlé des directions à suivre. Je vais maintenant donner la parole à Karen Mundy, donc de l'Université de Toronto pour la politique d'éducation, pour ses perspectives sur les présentations et sur le livre. Merci à tout le monde et merci de me donner cette occasion de répondre au livre et aux présentations sur le livre. J'ai trouvé que toutes les présentations étaient très professionnelles. Alors, je voudrais commencer par parler de mon résumé du livre, qui sera peut-être un peu différent de celui de Moira et Laura, et aussi de parler de quelles questions le livre soulève pour moi, et là où je pense que d'autres recherches et conceptualisations sont nécessaires. D'abord, ce livre essaye de nous parler un petit peu de ce qu'est un système. Et je crois que toute personne qui lira ce livre, comme l'ont dit Moira et Laura dans leur conclusion, donc il y a autant de questions que de diverses que de chapitres dans ce livre. On apprend dans ce livre que la pensée systémique, c'est plus une perspective qu'une approche, mais on pourrait la catégoriser, cette pensée systémique, en trois rubriques. C'est comme ça que, en tout cas, que je vais le faire. Il y aurait sûrement une centaine de manières de le faire, mais donc, alors, si on pense le système comme une machine, quelque chose où il y a un alignement des rôles, des responsabilités, où les ressources sont allouées de manière efficiente et où une politique est déjà prévue pour que l'on puisse la faire descendre en cascade. Et donc, dans ce livre, on peut voir ce qu'est la perspective systémique. Et donc, je vais souligner le chapitre de Marla et Michel sur les cadres systémiques et de Miss Lawrence. Donc, pourquoi est-ce que ces approches systémiques sont si importantes? Eh bien, parce qu'elles soulignent à quel point il est important d'avoir de bonnes preuves des structures fonctionnelles d'un système. En fait, je suis un petit peu en désaccord avec la déclaration dans l'introduction de ce chapitre qui dit qu'il semblerait que l'application est un peu en arrière de ces approches systémiques, mais si on regarde en fait toute la nature holistique d'un système d'éducation, on est un petit peu plus rapide à réfléchir de manière systémique. Pourquoi? Par rapport au système de santé, qui, par exemple, va se concentrer sur les politiques tout d'abord, alors qu'en l'éducation, on se concentre déjà sur le système dans son ensemble. Et aussi, passer du bas vers le haut. Je crois qu'il y a eu un changement dans la pensée systémique au fil du temps. On est plus intéressé aujourd'hui à réfléchir comment est-ce que le système est perçu du point de vue des acteurs au sein du système et du point de vue des engagements relationnels dont on a besoin pour pouvoir faire une transition systémique. On fait plus cela qu'il y a 15 ans. Donc, ça, c'est la vision donc, du bas vers le haut, la vision relationnelle. Et aussi, on peut regarder de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, je crois que l'éducation est vraiment très faible dans ce domaine. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? On peut penser aux grands défis d'aujourd'hui, les conflits, l'écologie et l'environnement. Eh bien, nous savons presque pertinemment que l'éducation joue au moins un rôle pour aborder ces grands défis, mais ça fait aussi
partie du système qui doit répondre à ces défis. Donc, pour moi, c'est un domaine qui est sous-exploré, peut-être dans le livre, où on a vraiment besoin d'utiliser notre pensée systémique de manière efficiente. Je voulais aussi parler de comment le concept de réforme systémique a changé au fil du temps. En fait, ces approches du haut vers le bas, c'est pas qu'il faut complètement les écarter, mais je crois que l'éducation a fait de meilleurs du meilleur travail par rapport à d'autres secteurs comme les organisations internationales en ce sens sur les réformes systémiques, c'est-à-dire essayer de regarder, d'observer les systèmes et trouver les composantes des systèmes d'éducation, voir comment ils interagissent, comment les ressources sont canalisées, etc. Peut-être on a moins regardé les dynamiques qui permettent justement de faire une transition systémique. We lack today is the link between the top-down and bottom-up approaches. Je pense qu'aujourd'hui, il nous manque le lien du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc, si on a un système avec un alignement fonctionnel, avec des ressources des acteurs et le système avec la capacité des agents dans ce système qui peuvent changer le système. Et ces deux éléments ne sont pas vraiment très intégrés étroitement. Je vais vous donner des exemples. Si vous regardez un chapitre magnifique sur le professionnalisme, collaboration avec les enseignants, on manque cette opportunité de voir comment est-ce que quelqu'un a une posture de soutien dans tout le système. Donc, ça revient à la cartographie mentionnée par notre collègue. Qui a besoin de pensée systémique? Eh bien, il y a un fil implicite dans tous les chapitres qui dit que les personnes qui doivent penser de manière systématique c'est la direction. Mais je pense en fait que nous voulons voir cette pensée systématique même au niveau des étudiants, des bénéficiaires, et comment les engager dans la pensée systémique. C'est aussi notre défi méthodologique que l'on pourrait peut-être aborder dans les recherches à venir. Je voulais simplement terminer en vous disant qu'en fait, ce qui me dérange le plus, justement parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les organisations de développement international en tant que gestionnaire et puis aussi en tant que chercheuse, eh bien, la pensée systémique dans cet ouvrage est posée et représentée comme une façon de renforcer les capacités. Donc, il faut utiliser en fait la pensée systémique pour renforcer la capacité des systèmes. Alors, c'est plausible, oui, certes, mais comment savoir si c'est vrai? Tout d'abord, la capacité est tout aussi élastique que le terme système ou systémique. La capacité, ça veut dire quelque chose. Et je crois que maintenant, on est en train de voir en fait quelles sont les capacités en matière de leadership qui nous permettent de faire bouger les points pivots. Mais nous avons besoin de plus de recherches qui nous montrent comment renforcer les capacités. Et je dois dire, je suis un peu, comment dire, en tout cas, je suis un peu dans l'incertitude, j'ai un peu de confusion. Chaque fois que l'on dit, on parle de renforcement des capacités, on parle de formation. Si vous regardez en fait un projet, alors on nous dit toujours, oui, on va former les gens dans tel domaine ou dans tel domaine. Oui, mais former. Oui, c'est vrai qu'on est en train d'exploiter plutôt la formation des individus plutôt que de renforcer les équipes, les liens entre les différentes strates, les couches. Et là, on est en train de rater une occasion, on est en train de rater le coche. Alors, c'est vrai qu'il faut approfondir les recherches justement sur la pensée systémique, justement pour eh bien, relever ce défi de la capacité. Alors, la capacité, c'est bien sûr un terme technique. Bon, c'est vrai, c'est structurel, c'est fonctionnel, mais il y a aussi une capacité qui est liée aux données probantes, aux règles, aux réglementations, aux normes. Donc, au système plus formel. Et puis, il y a la capacité qui a trait à la gestion du changement. Comment renforcer le sens de leadership? Comment créer des groupes de rétroaction ascendants? Cet ouvrage nous invite à réfléchir là-dessus et nous avons besoin très certainement de plus de mesures, de plus de recherches dans ce domaine. Pourquoi est-ce que les systèmes éducatifs sont-ils
si mauvais en matière d'apprentissage? Pourquoi ces systèmes n'apprennent-ils pas? Alors, moi, justement, je consacre tout un cours à cette question. J'invite mes étudiants à réfléchir en matière de comportement organisationnel, justement pour essayer de s'attaquer à cette question. L'apprentissage organisationnel, en fait, nous permet de tirer les enseignements du monde autour de nous. Et je crois qu'en fait, il faut voir comment les systèmes éducatifs vont répondre justement aux défauts géopolitiques et environnementaux auxquels nous serons confrontés au cours des 15, 20, 30 prochaines années. Donc, justement, je pose la question, pourquoi est-ce que les systèmes éducatifs sont si mauvais à apprendre? L'apprentissage organisationnel, c'est vraiment quelque chose qui nous fait des bons. Mais là, peut-être que je demanderai à Moira et à Laura de me répondre. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est en fait un ouvrage très pluriel avec plusieurs chapitres très diversifiés. Alors, par exemple, il y a un chapitre sur l'application d'une approche réaliste à travers l'évaluation en utilisant la pensée systémique. J'adore ce chapitre et plus généralement, j'ai le sentiment aussi que c'est un petit peu comme si on passait au crible les sédiments de la pensée internationale, comment est-ce que les organisations internationales pensent ou conçoivent les systèmes éducatifs. C'est très, très intéressant. Donc, merci à toutes et à tous et merci de m'avoir donné l'occasion d'intervenir à ce sujet. Merci beaucoup, Karen, d'avoir partagé votre interprétation de cet ouvrage. Merci d'avoir soulevé des questions très importantes, des questions critiques. Je crois qu'on pourra peut-être revenir sur certains des points que vous avez évoqués une fois que nous pencherons sur les questions posées par les participants. Voilà. Je demande à tous les auteurs de nous rejoindre pour la session questions-réponses. Alors, puisque nous attendons les auteurs, je vais peut-être commencer par une question que je vais peut-être adresser à nos éditrices, qu'on pourra peut-être traiter de manière plus générale. Alors, vous le voyez, hein, le public nous pose beaucoup de questions très intéressantes, plus de 70. Alors, je vous demande un tout petit peu de patience et je fais appel à votre indulgence vis-à-vis de notre public. Nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions, mais nous sommes en train de recueillir toutes vos questions dans un fichier séparé et je peux vous assurer que eh bien, nous allons vous répondre, nous allons garder le contenu principal de vos interventions, de vos questions aussi pour également nos activités futures. Alors, première question posée par Andrew. Je vais lire la question. Est-ce que il y a un consensus entre les auteurs de l'ouvrage pour ce qui a trait à l'utilisation des systèmes éducatifs, des écosystèmes? Alors, est-ce que l'on parle justement de ces éléments dont le but premier est d'exécuter ou de livrer un enseignement? Ou est-ce qu'il faut vraiment définir eh bien, le système éducatif plus largement en tant qu'un écosystème qui tienne compte de l'interaction avec d'autres éléments, santé, etc. Moira, Laura, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Alors, c'est vrai que dans notre monde, nous utilisons le mot système en disant que ce système est ouvert à d'autres systèmes, que ce soit dans le contexte environnemental, dans le contexte sanitaire, dans le contexte climatique, des données ou de la technologie. Bon, c'est là un paramètre absolument essentiel. Oui. Alors, à travers tous ces chapitres, eh bien, je crois que la réponse est non. Il n'y a pas de consensus sur la définition du terme système. C'est pour ça que cet ouvrage est si intéressant à lire, hein, finalement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tous les auteurs eh bien, peuvent maintenant répondre aux questions. Bon, il y a quand même beaucoup de questions posées sur les exemples qui sont cités dans l'ouvrage. Alors, c'est vrai que nous avons débattu ici de l'importance de la pensée systémique dans les systèmes d'éducation.
Et certaines questions, eh bien, ont été, bon, quels sont des exemples que vous pouvez nous donner? Par exemple, la question qui a reçu le plus de votes de notre public, eh bien, c'est quels sont les meilleurs exemples que vous connaissez de pensée systémique qui ont abouti à vraiment des améliorations véritables et durables dans les résultats pour les enfants et les systèmes éducatifs. Soyez aussi spécifiques que possible concernant les programmes, les pays, les résultats, etc. Ça, c'est une question posée par Joe. Je crois que c'est vraiment la question, une question à laquelle tous nos auteurs pourraient répondre, justement sur la base des conclusions des différents chapitres. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer en premier pour répondre à cette question. Donc, quels sont les meilleurs exemples ou les exemples les plus étayés à votre connaissance de pensée systémique qui ont abouti à des améliorations véritables et durables? Bonjour, vous m'entendez? Mon nom est Marla Spivak et j'ai écrit avec Michel Kossenberger. J'ai coécrit le chapitre mentionné par Karen sur l'essor des systèmes éducatifs. Nous n'avons pas eu la possibilité justement de filmer une vidéo sur ce chapitre, mais j'aimerais simplement souligner un exemple, une étude de cas que nous discutons dans notre chapitre. Eh bien, justement, au Brésil, c'est en fait une expérience très réussie dans le secteur de l'éducation. Vraiment, nous avons pu améliorer au niveau du district, eh bien, l'apprentissage et les résultats d'apprentissage. Alors, sachant que c'est l'un des districts les plus pauvres d'un des États les plus pauvres du Brésil. Et dans notre chapitre, en fait, nous mettons l'accent sur le fait que le leadership de l'État de Cabral, eh bien, vraiment, s'est uni pour adopter des changements à plusieurs niveaux. Par exemple, la manière dans la salle de cours, dans les pratiques d'enseignement, par exemple, le fait de créer un consensus, tout simplement en s'assurant que les parents étaient également aux côtés des enseignants pour amener les changements, la mobilisation de la volonté politique. Là, c'était vraiment au niveau de l'État. Alors, personne dans cet État du Brésil, personne n'a dit on va adopter une approche systémique et nous allons réformer notre système sur cette base. Non. Mais si vous voyez en fait les éléments qui ont contribué à la réussite justement de cette expérience, eh bien, c'est que il y a eu des changements qui sont intervenus à plusieurs niveaux dans les relations entre les différents acteurs, aussi au niveau local et puis au niveau de l'État également. Voilà. Ça, c'est un excellent exemple justement de pensée systémique appliquée à une réforme du système éducatif au niveau local. Moira, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement inviter les autres auteurs qui sont présents à allumer leur caméra et alors à prendre la parole aussi lorsqu'une question leur est posée. Mais si vous pouviez allumer bien sûr votre caméra, ça serait bien. Question qu'on sache que vous êtes là. Mike aurait sans doute quelque chose à ajouter là-dessus. Mike? Oui, merci de me donner la parole. En fait, je vais répondre à la question précédente sur les systèmes et les écosystèmes. Notre chapitre est un petit peu différent parce que nous nous sommes focalisés sur, eh bien, justement, l'enseignement et la formation professionnelle. Alors, c'est vrai que dans ce chapitre, en fait, nous disons que, historiquement parlant, on voit beaucoup de réformes qui ont été très inefficaces pour les systèmes d'enseignement et de formation professionnelle. Et nous réfléchissons au pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que le système a été défini de manière trop limitée. Donc, on utilise cette idée des écosystèmes. Il n'y a pas de définition précise, mais nous disons tout simplement que voilà, cela nous a permis, en parlant d'écosystème, de mettre en lumière les liens entre les aptitudes et compétences qui sont développées et ce qui se passe, par exemple, sur le marché du travail. Donc, c'est très, très important, effectivement, d'établir ces corrélations, ce qui se passe dans les différents secteurs de l'économie, quels sont les besoins, est-ce qu'il y a vraiment un processus de mise en correspondance entre l'enseignement, la formation professionnelle et les besoins sur le marché. Alors, c'est vrai que notre chapitre se penche plutôt sur le processus, sur les outils.
Donc, je ne dirais pas que c'est évidemment un exemple vraiment étayé de changement systémique. On verra cela dans 10 à 15 ans lorsqu'on aura peut-être un peu plus de recul, en tout cas. Merci. Alors, je crois que maintenant, je vais peut-être présenter plusieurs questions à la fois pour que les auteurs puissent peut-être répondre à l'une ou l'autre question qui soit peut-être plus pertinente pour leur chapitre respectif. Une première question posée par Naomi qui parle justement des contextes des pays à faible et à moyen revenu. Comment est-ce que eh bien, comment justement cette approche nous permet en fait de travailler sur la formation, notamment la formation sur le marché du travail pour les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire. Première question. Deuxième question que j'aimerais peut-être soulever. Alors, Harry du Nigeria qui nous dit, est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre le système SABER de la Banque mondiale, donc approche systémique pour de meilleures éducations, résultats d'éducation et votre perspective de pensée systémique? Et une autre question concernant justement au concept de système. Alors, question posée par Cohen de Belgique qui travaille au Vietnam. Alors, la cartographie des systèmes simplifie inévitablement la réalité selon Meadows. Comment avez-vous décidé, quand décidez-vous qu'une cartographie du système suffit et quand déterminez-vous que vous avez véritablement raté une partie des flux? Alors, je crois qu'en partie, la réponse, c'est d'accepter qu'une cartographie ou qu'un système, c'est toujours un système imparfait, mais peut-être que vous avez des solutions pour combler ces lacunes. N'hésitez pas à intervenir. Jason, Elena, Jason, peut-être, oui. Jason Weaver, je travaille pour la Banque mondiale. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour cette présentation de cet ouvrage et merci pour tout votre travail pour de coordination. Alors, le lien entre SABER, la Banque mondiale et la pensée systémique, Moira et Laura ont bien dit qu'il n'y a pas de définition parfaite pour ce qui est trait à la pensée systémique, mais je crois que SABER a été en fait une étape importante dans ce processus. C'est un processus de collaboration entre plusieurs partenaires de développement qui ont essayé de vraiment réfléchir de manière plus holistique. Mais vous le savez sans doute, les outils SABER, donc SABER, c'est une trousse à outils qui se centre sur des domaines thématiques dans un système d'éducation. Par exemple, il y a un modèle SABER sur le financement de l'école, sur les enseignants, sur le développement de la petite enfance, etc. Et en fait, très souvent, on passe par une base, disons, de politique, on va dire. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que même si vous penchez sur les politiques, la manière dont ces politiques sont mises en œuvre diffère grandement et leurs effets sur les différents acteurs diffèrent grandement. Alors, peut-être que vous avez des politiques qui sont très bien écrites, qui ont été adoptées par le pouvoir législatif, mais la manière dont les politiques sont appliquées, voilà, qui peut varier énormément d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre dans un même pays. Et c'est là que je vois une différence entre les outils SABER qui peuvent être vraiment très, très utiles et la pensée systémique par rapport à ce qui est proposé dans l'ouvrage, en tout cas. Bonjour, parce que c'est le début de la journée en Colombie. Alors, la cartographie des systèmes, oui, ça fait partie de notre chapitre, le chapitre 9. Nous avons essayé effectivement de réfléchir à la question. Et je lisais aussi une autre question posée. Comment est-il possible notamment de cartographier un système si le système est aussi quelque chose, une abstraction de la pensée, hein? Eh bien oui, c'est vrai que je vais remettre en cause cette idée. Les systèmes sont réels, ils ont une influence sur notre comportement, que l'on y adhère ou pas.
Donc, une évaluation réaliste des approches, c'est ce que nous proposons dans notre chapitre. Et c'est utile parce que ce que nous disons, c'est que pour adapter un système, il nous faut toujours revenir à la théorie. Et en partie, le problème auquel nous sommes confrontés dans la recherche sur l'éducation, c'est qu'en fait, nous avons oublié justement l'aspect de la théorisation, pour ainsi dire, l'élaboration de théories. Donc, nous devons répéter toujours le processus, c'est-à-dire passer en revue la théorie, tester la théorie dans la pratique. Il n'y a pas d'autre façon de vraiment arriver à une certitude, la certitude que vous avez réussi à incorporer les éléments les plus importants d'un système. Et comme c'est un processus itératif, par définition, évidemment, vous ne serez jamais sûr que vous avez tout inclus. Ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi de la complexité à laquelle nous sommes confrontés, que nous devons accepter finalement si nous voulons véritablement penser en suivant les principes de la pensée systémique. Oui, justement, pour faire fond sur ce que viennent de dire les autres auteurs de chapitre, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que la cartographie est absolument essentielle parce que cela nous permet de comprendre la perception des différents acteurs. Et pour revenir sur ce que disait Jason, on se centre sur les politiques, mais les politiques peuvent être appliquées de manière différente d'un endroit à l'autre. Mais pourquoi? Eh bien, je crois que c'est important de comprendre la relation entre les différents membres du système parce que c'est comme ça que l'on comprend comment les politiques sont perçues par les différents acteurs, comment elles sont appliquées. Et c'est ce que nous montrons dans notre chapitre. Nous évoquons notamment l'exemple de la RDC et nous nous rendons compte qu'une même politique, cette politique a des effets tout à fait différents sur les différents acteurs. Et parfois, il y a justement des mauvaises interprétations de la politique, mais ça fait partie des effets ressentis. Et si vous avez le sentiment qu'une politique va à l'encontre de vos intérêts, vous n'allez pas en tirer parti. Alors, par exemple, et justement, à cause de ces mauvaises perceptions, je crois que cela peut avoir des effets très, très concrets sur l'accès des enfants à l'école. Alors, en tant que donateur, en tant que professionnel, voilà, ça nous donne une meilleure compréhension de la perception des relations avec les différents acteurs. Et là, au moment de définir nos programmes, nous pouvons véritablement répondre à ces défis et peut-être répondre avec intention, avec une intention derrière, au lieu d'être les destinataires passifs des réactions par rapport à ce que nous aurons conçu. Laura et puis Mike. Je suis désolée, je n'ai plus de vidéo. Oui, pour répondre à ce troisième point, en fait, c'est vrai qu'au niveau de Tara l'Afrique, nous avons vraiment passé en revue, nous avons appliqué la démarche pays par pays, même si nous voyons la situation en Côte d'Ivoire, en Zambie, nous savons que nous avons besoin d'un suivi, de recueillir les données, non pas de manière agrégée. Mais quand même, dans les différents pays, il y a différents acteurs, des acteurs très, très différents selon les rôles. Et donc, très souvent, en fait, vous devez, par exemple, apprendre ce qui se passe au niveau local. En Zambie, par exemple, dans l'ouvrage, en fait, nous avons dû, en fait, rechanger notre modèle à plusieurs reprises pour nous adapter justement au système, pour justement tendre la main à ces personnes qui sont en dehors du gouvernement, par exemple. Et c'est vrai qu'on a dû vraiment réadapter la méthodologie au fur et à mesure. Et là, la situation en Zambie était complètement différente de la situation, par exemple, en Côte d'Ivoire. Alors, une carte ne suffit pas, une cartographie ne suffit pas. Il faut également se pencher sur les rôles et responsabilités dans un système. Tout cela doit être tenu en compte pour véritablement faire fonctionner les politiques que nous essayons de mettre en œuvre à échelle. Yes, Mike, please. Oui, Mike. Merci. Je voudrais répondre rapidement à la question de Noémie. Bonjour Noémie. Je crois que l'espace de système informel de développement des compétences. Donc, je crois qu'il faut tirer des frontières différentes de systèmes. Si on veut comprendre les marchés du travail, on ne peut pas penser que toutes les réponses vont être dans le système éducatif, que ce soit formel ou informel. Donc, en fait, il y a des nouvelles orientations en suivant les
thème de chapitre sur le développement. Et là, on parle d'approche systémique par rapport au marché du travail dans les pays à faible revenu. Il y a toute une section sur comment concevoir un système central d'intérêt, marché du travail, comment on fait une analyse des systèmes interconnectés. Donc, ça peut être donc le développement des compétences, mais ça peut être aussi donc aller plus profondément dans le marché du travail, comprendre les dynamiques qui sont complètement différentes par rapport à ce qui arrive dans le système éducatif. Autre angle sur cette question de cartographie systémique et quand est-ce que c'est suffisant dans notre chapitre sur le projet au Cambodge, ils avaient en fait deux conceptions en parallèle différentes sur le système, une sur les relations entre les acteurs et l'autre sur les fonctions, les services, et cela dépend si on parle de recherche ou de mise en œuvre réelle des projets. Et lorsqu'on met en œuvre un projet, il faut un modèle qui va partir de l'hypothèse que l'on a les cartes, mauvaises cartes, et donc il faut vraiment pousser ces notions de réflexion et de processus qu'on peut mettre en place. Donc, on essaye d'avoir une nouvelle perspective plutôt que de regarder donc les histoires à succès pour que les bailleurs de fonds soient contents. Donc, il faut être dans un système interactif. Donc, si on oublie un acteur, on va pouvoir on va pouvoir le voir en fait en faisant passer par différents processus. Merci. Mike, Moira, vous? Merci, Tian. Un micro et un macro point. Alors, tout d'abord, pour revenir sur ce qu'a dit Mike, nous avons différents exemples dans nos chapitres et ça nous dit que vous avez peur de contribuer puisque les financeurs trouveraient que c'est plutôt un échec plutôt qu'une histoire de succès et qu'ils arrêteraient de les financer. Et donc, c'est vraiment important de prendre cela en compte, que l'espace de recherche ait accès à ces idées. Donc, on a un chapitre dans ce livre qui vient de la perspective des financeurs pour pouvoir en fait changer cette idée répandue que d'accord, nous on aime ça, mais les financeurs ne vont jamais aimer ça. Donc c'est important de dire qu'en fait il y a quand même des bailleurs de fonds qui acceptent ces solutions. D'ailleurs, merci. Et maintenant, je vais parler de littérature spéculative. Jorge Luis Borges a écrit beaucoup de choses magnifiques, mais il y a un point surtout qu'il a écrit qui peut s'appliquer ici sur comment la carte ne peut pas être le terrain, le territoire. Et donc, ça ne veut pas dire que nous pensons que l'approche systémique va nous amener à un niveau nous serons le terrain. Non, ce sera toujours juste un papier sur le terrain qu'on essaye de cartographier. Voilà. Donc, pour articuler une proposition. Mais je crois qu'il est quand même utile de dire que est-ce qu'une carte est plus utile si cela vous dit qu'il y a une colline entre là où vous êtes et là où vous voulez aller? Est-ce que c'est une colline vers le bas? Ou est-ce qu'une carte est plus intéressante si elle vous dit qu'il y a du trafic pour que vous sachiez avant d'y aller ou vous voulez le savoir une fois que vous y êtes? Non. Donc, en fait, nous sommes tout à fait d'accord sur vos commentaires. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais ce genre de carte est toujours plus utile pour comprendre le terrain que nous abordons et aussi pour prendre des décisions sur ce qui doit être fait pour résoudre les problèmes de ce terrain et ensuite revenir et revérifier et à nouveau revérifier pour voir qu'on est toujours dans la bonne direction pour le système. Merci Moira, merci à tout le monde pour vos questions et réponses. Je vous promets que nous allons collecter toutes les questions que vous avez partagées dans l'icône Q&A et nous allons aussi les partager avec les auteurs. D'ailleurs, il y a vraiment de nombreuses très bonnes questions, donc on n'aurait pas pu toutes les aborder dans ce webinaire, mais nous espérons pouvoir répondre à vos préoccupations, commentaires et questions par la suite. Maintenant, j'aimerais
passer à la partie suivante de notre webinaire. Nous nous rapprochons maintenant donc de la fin du lancement d'aujourd'hui, et donc j'aimerais remercier les orateurs et oratrices, les auteurs et autrices pour leur présentation engageante, et aussi tout le monde, surtout d'avoir été avec nous aujourd'hui, car sans votre intérêt, vos participations, vos idées, vos actions, nos travaux, NORAC n'auraient pas pu avoir une contribution significative. D'ailleurs, l'année dernière, c'était les 45 ans de NORAG, et en 45 ans, NORAG a subi de nombreux changements. Les membres, l'adhésion maintenant de membres, c'est plus important, plus de 5000 membres dans 78 pays. Nos équipes sont plus grandes, et aussi nous avons une plus grande diversité de cibles et d'objectifs, mais ce qui reste au cœur de ce que nous faisons, c'est de produire, diffuser et de transmettre des connaissances critiques et fournir des capacités à toute une série de parties prenantes. C'est ce que nous espérons faire, notamment avec l'événement d'aujourd'hui également. Donc, en reprenant sur ce que nous avons fait, nous allons continuer à coproduire, mobiliser et disséminer des connaissances, notamment des expertises sous-représentées en Afrique du Sud, et notamment créer des dialogues à Genève et ailleurs, et pour collecter aussi et utiliser des données. Nous espérons que nos travaux vont permettre à nos parties prenantes que les évidences solides existent et qu'ils peuvent accéder à des connaissances sous-représentées et qu'ils peuvent amplifier des connaissances qui sont pertinentes en fonction d'un contexte précis, et travailler donc avec ces connaissances et ces expertises qui sont en lien avec un contexte pour pouvoir formuler des solutions. Donc, j'aimerais donc parler des initiatives que nous faisons, qui sont liées à ce dont on a parlé aujourd'hui. D'abord, on a The South Also Knows, le Sud aussi savant. Donc, nous avons lancé ces initiatives l'année dernière, où nous avons donc les académiciens du Sud, collaboration avec des parties prenantes du Sud, et nous voulons donc qu'il y ait un rééquilibre des relations légales Nord-Sud, Sud-Nord. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Et aussi, nous avons une autre initiative qui s'appelle Renforcer les connexions, Deepening Connections. Nous voulons renforcer les connexions entre les membres de nos réseaux. Et donc, nous avons notre carte de systèmes sociaux qui permettent de montrer les connexions qu'il y a et les nouvelles connexions, par exemple, avec des intérêts communs, des zones géographiques ou des domaines d'expertise. Donc, cette carte, elle est faite pour vous et avec vous. Ça veut dire, s'il vous plaît, rejoignez notre réseau NORAC. Et donc, vous pouvez avoir accès à cette petite vidéo d'introduction sur le site web pour en savoir plus sur comment utiliser cette carte. Enfin, ici, nous avons donc toutes ces séries d'ouvrages publiés. Vous savez qu'on a eu donc un lancement, et c'est aujourd'hui le 4e volume de cette série d'ouvrages, NORAG sur le développement et l'éducation internationale. Et nous acceptons des propositions sur tout ce qui a à voir à l'interface de la recherche, de l'analyse, des connaissances donc dans les communauté d'enseignement, et donc vous pouvez nous envoyer ces propositions sur le mail que vous voyez apparaître, et nous acceptons aussi des contributions pour l'édition spéciale numéro 9 sur l'apprentissage de fondement. Et nous avons Hugh McLean en tant que conseiller expert. Et donc, nous voulons avoir des contributions sur les sujets suivants: les réfugiés, les demandeurs d'asile, les jeunes incarcérés, le changement climatique, les finances, l'éducation autochtone, les minorités urbaines et villes, l'éducation décolonisante et l'apprentissage adulte. Donc, si vous
plaît, soumettez vos extraits de 250 mots d'ici le 22 février 2023 à l'email que vous voyez sur cette page. Et en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, ce lancement d'ouvrage, d'ici 24 heures, vous allez recevoir un formulaire d'évaluation dans votre adresse email. Donc, montrez-nous, s'il vous plaît, comment nous pouvons nous améliorer. Vous allez aussi recevoir un autre email avec les moments clés de l'événement. Vous pouvez avoir donc l'enregistrement de la vidéo de cet événement plus tard. Et vous pouvez aussi en savoir plus sur ce qu'on fait chez NORAG et rejoindre notre réseau sur www.norag.org. Et vous pouvez nous suivre donc sur Twitter, LinkedIn et Vimeo. Et encore une fois, cet ouvrage que nous avons partagé avec vous aujourd'hui est en accès ouvert. Vous pouvez le partager en ligne, mais aussi, je crois que notre équipe a partagé le lien vers ce livre, donc en libre accès. Donc, veuillez le télécharger et le lire autant que vous le désirez. Encore une fois, merci beaucoup, orateurs, oratrices, participants, participantes, organisateurs, organisatrices et chers interprètes. Merci à tous et toutes de votre temps, de votre participation. Passez une belle journée. Merci.